Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce débat environnement et mobilité, organisé conjointement par Trajectoire Québec et le Conseil régional de l'environnement de Montréal. Bonsoir à ceux et celles nombreuses qui nous regardent bien au chaud à la maison et bonsoir aussi à vous qui êtes dans la salle avec nous ce soir à l'Écomuséum du Fier-Monde. Je m'appelle Emmanuel Rondien, je suis directeur général du Conseil régional de l'environnement de Montréal. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, le Conseil régional de l'environnement de Montréal, on est un organisme de bienfaisance indépendant qui se consacre à la promotion de l'environnement et à la promotion du développement durable sur l'île de Montréal. On travaille en concertation avec nos membres et nos partenaires, on fait de la représentation publique, on a aussi de multiples projets et campagnes, dont notre campagne ILO entre autres. Tout ça dans un objectif d'amélioration de la qualité des milieux de vie et des milieux de travail. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, pour nous, c'était tout à fait naturel d'organiser, en fait, de co-organiser ce débat axé sur les enjeux environnementaux et de mobilité sur l'île de Montréal. Le débat s'inscrit dans le cadre de Vire au vert, qui est une initiative de mobilisation citoyenne qui vise à mettre les enjeux environnementaux au cœur des élections. Et une série de débats sera à venir partout au Québec la semaine prochaine. Donc on le sait, nous sommes tous à un tournant dans la lutte et l'adaptation au changement climatique, ainsi que dans la protection de la biodiversité. Chaque nouveau rapport international qui est publié depuis quelques mois ne fait que réinsister sur l'urgence d'agir et la nécessité de changer drastiquement nos pratiques. Les défis sont multiples, effondrement de la biodiversité, pression sur les milieux naturels, comme l'a récemment montré un rapport de l'organisme Habitat en début de semaine au niveau de la CMM, inéquité d'accès à la nature, on l'a tous constaté lors de la pandémie, l'amour qu'ont les Montréalaises et les Montréalais pour les espaces verts de proximité et la difficulté pour certains d'y accéder de façon aisée et rapide. Puis bien sûr l'omniprésence de l'automobile dans l'aménagement de nos villes actuellement. Donc l'heure, c'est sûr, n'est plus aux petits gestes, mais à des interventions d'envergure structurées et cohérentes. Dans cet effort collectif, le rôle des villes est primordial. On attend d'elles un leadership ambitieux, se basant sur les faits et les besoins exprimés par les acteurs et les experts ancrés dans le milieu. Et je ne peux, à ce sujet, cacher un peu notre déception de ne pas avoir aujourd'hui avec nous les chefs des trois partis. Au cours des dernières années, la Ville de Montréal s'est dotée de plusieurs plans directement en lien avec la transition écologique et la résilience. Elle a adopté des cibles ambitieuses en matière de réduction des émissions de GES, avec la cible de carboneutralité pour 2050, en matière de gestion des matières résiduelles, avec l'objectif zéro déchet d'ici 2030, et des objectifs en matière de verdissement et de protection des milieux naturels. La prochaine administration ne partira donc pas d'une feuille blanche. Les grands projets urbains sont en cours et on aura l'occasion d'en discuter. Les démarches de concertation sont bien entamées et doivent être poursuivies. Parmi celles-là, je voudrais en mentionner une en particulier qui nous tient à cœur, c'est le plan d'urbanisme et de mobilité. C'est une démarche qui est attendue depuis très longtemps et qui ne peut connaître d'autres retards ou de remise en question. Au contraire, on s'attend à un plan d'urbanisme ambitieux. Au cours des 4 prochaines années, la future administration pourra compter sur la collaboration du CRE Montréal. Nous serons heureux de mettre à profit notre connaissance du milieu, nos liens diversifiés avec une multitude d'acteurs, notre expertise et nos expériences afin de faire de Montréal une ville conviviale, dynamique, où il fait bon vivre, travailler et se divertir. Avant de passer la parole à notre animatrice, Joanne Turbide, quelques mots sur le déroulement de la soirée. Donc, le débat sera divisé en 3 grands blocs où seront abordées successivement les thématiques suivantes. Dans un premier temps, mobilité et aménagement. Ensuite, protection des milieux naturels et accès à la nature. Et enfin, carboneutralité et gestion des ressources. Dans chacun des blocs, les 3 candidats auront à répondre à 2 questions à développement, à une série de questions en rafale à l'aide de cartons de couleur et seront ensuite invités à se poser des questions entre eux. Je tiens à remercier dès maintenant Laurence Lavigne-Lalonde, Alan de Souza et Marc-Antoine Desjardins de se prêter au jeu. Et je suis convaincu de la qualité et de la profondeur des échanges à venir. Je suis maintenant heureux de passer le témoin à l'animatrice de la soirée, Madame Joanne Turbide, qui est professeure titulaire à HEC Montréal, secrétaire générale depuis 2019. Elle est détentrice d'un doctorat de l'Université de Warwick en Angleterre, d'une maîtrise de HEC Montréal. Elle est fellow de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec,
Assume les fonctions de directrice du développement durable, de responsable de l'équité, la diversité et l'inclusion à HEC Montréal. Ses principaux intérêts de recherche portent sur les différents aspects de la gouvernance, de la gestion stratégique et financière des organisations à vocation sociale, communautaire et culturelle. Elle siège au comité exécutif du CA de Centraide du Grand Montréal. Et sa biographie est bien plus longue, mais je m'arrête là et je vous passe la parole, Madame Turbide. Bonsoir à toutes et à tous, chers candidats, chefs de parti. Merci, bonsoir. Écoutez, c'est un débat qui se veut très animé, très rapide aussi. Alors, je serai brève dans la présentation. Vous savez que votre temps par réponse est compté. Vous avez reçu les questions à l'avance. Vous avez préparé des questions pour chacun d'entre vous. Il y aura un bloc pour ça. Et vous avez Emmanuel qui est ici avec des petits cartons qui vous fera signe si le temps déborde trop. Et à la limite, si ça ne va pas, alors on vous a dit que j'étais professeur depuis de nombreuses années, j'ai la petite cloche ici qui pourra teinter très fort si ça ne s'arrête pas. Alors, mesdames, messieurs, le débat est ouvert. Alors, on commence avec le premier bloc, mobilité et aménagement. Sur la mobilité, on le sait, la pandémie a grandement affecté les habitudes de déplacement des citoyens et citoyennes. On a constaté une augmentation des déplacements en transport actif, alors que les transports en commun, eux, ont vu l'achalandage chuter drastiquement. Cette perte de revenus tarifaires a accentué la crise financière qui affectait déjà les transports collectifs, suffisamment pour faire craindre des coupures de services importantes dès 2022. Alors, la question sera d'abord posée à Marc-Antoine. On s'est entendu aussi pour parler au prénom. Donc, chacun sera présenté par son prénom, tout en respectant quand même, avec tout respect, là, bien sûr. Alors, Marc-Antoine, quel est votre plan pour favoriser la mobilité active et le transport collectif et assurer la sécurité des usagers? Et comment comptez-vous régler l'enjeu du manque de financement des transports collectifs? À vous. Bonjour tout le monde. Merci pour l'occasion. Pour favoriser la mobilité active, on va y aller en phase. Pour la mobilité active, c'est très simple. On veut présenter ce qu'on appelle un plan transit vélo, où est-ce que non seulement on veut donner une subvention après achat, bien sûr, comme en s'inspirant de la ville de Laval, où est-ce qu'il y a une subvention jusqu'à hauteur de 500 $ pour, par exemple, l'achat d'un vélo électrique. On veut même amener ça au niveau des abonnements sportifs pour sortir de la pandémie, rendre la population plus active. Donc, on veut subventionner après achat au niveau des magasins locaux du 514, magasins spécialisés de vélos notamment, l'achat de vélos de différents niveaux, que ce soit du vélo électrique au vélo hybride, si on peut dire. Pas nécessairement le vélo d'entraînement pour ceux qui font de la grosse compétition, mais on veut vraiment démocratiser la pratique du vélo par le plan transit vélo. Autre aspect, c'est qu'on veut bien sûr permettre dans tous les autobus de la STM d'avoir des supports à vélo. Pour nous, c'est très important, comme fait la ville de Toronto. À la STM, sauf erreur, je pense qu'il y a juste 9 lignes qui ont des supports à vélo. On veut annualiser ce service-là et aussi le rendre périn partout sur toutes les lignes de la STM. Au niveau du transport collectif, il y a beaucoup de choses ici, on pourrait en revenir. Au niveau du transport collectif, bien sûr, pour favoriser, ça va aussi avec le manque de financement. On doit faire une reddition de compte avec la crise, la situation pandémique. Ce qui est arrivé, c'est que, vous l'avez très bien dit, les autobus sont vides. Ça revient, mais je pense qu'on est à 35 % environ du taux d'achalandage, grosso modo, actuellement. Donc, l'autobus n'est pas plein. On doit bien sûr revoir les dessertes, ce qu'on peut réviser exactement, les modes de financement. Zéro, c'est quoi? Vous me donnez 0 sur 10? Ou, Ça veut dire que votre temps est écoulé, malheureusement. Vous me donnez pas de dé. Bon, mon Dieu, là. Ah, ça va vite, 2 minutes, hein? Ça va vite, je vais prendre ma photo. Une petite phrase. Bref, un plan transit vélo, une reddition de compte et favoriser les mobilités douces, qu'on appelle.
Très bien, merci. Alors, à vous, Laurence, pour les mêmes questions. La mobilité active, le transport collectif. J'accentuerai sur le transport collectif, si vous le voulez, parce que c'est vraiment l'enjeu en ce moment, là, quand on regarde à quel point les métros et les autobus sont vides. C'est inquiétant. On peut travailler effectivement sur les routes, mais pré-pandémie, il y avait beaucoup de monde dans le métro et dans les autobus. Donc, c'est important de se questionner à cet effet. Merci. Tout à fait. Merci. Tout d'abord, je pense que c'est important de mentionner que jamais Projet Montréal ne va couper dans les services de transport collectif ou dans le budget de transport collectif. Oui, en effet, les autobus sont plus vides, les métros sont plus vides. Il y a une situation qui l'explique. Et contrairement à ce qui avait été proposé par Ensemble Montréal durant le mandat, c'est pas notre intention de couper le service parce que les autobus sont vides. Les gens qui étaient à la première ligne durant la pandémie, qui devaient se rendre au travail, avaient besoin d'avoir accès à leur transport et ce n'est pas à eux et à elles de payer les frais de cette pandémie-là. Donc pour nous, c'est essentiel de maintenir les services. Au-delà de maintenir les services, je pense qu'on doit travailler très fort pour s'assurer que tous les projets qui sont en cours voient le jour et s'accélèrent. On parle du SRB P9, on parle de la ligne bleue, du REM de l'Est, de l'Ouest, la branche Ouest de la ligne rose. Il faut continuer à travailler sur ces projets déjà en cours. Il faut bien évidemment continuer à développer le réseau de voies réservées, une cohabitation vélo, covoiturage, poursuivre le déploiement du réseau Express Vélo, bien entendu, s'assurer qu'il y a des Bixi dans l'ensemble des arrondissements et augmenter de 2100 nouveaux Bixi électriques. La question de l'aménagement du territoire a aussi un impact sur le cadre financier. On parlait de finances, bien évidemment. On travaille avec l'Alliance Transit. On les remercie pour leur travail sur la question du financement. Mais la Ville a un rôle à jouer pour aussi soutenir les initiatives, rendre attrayant le transport collectif à nouveau. Donc, on a un rôle à jouer là-dedans, il ne faut pas s'en défiler. Il faut aussi, bien évidemment, agir sur l'aménagement parce que quand on fait des quartiers bien dessinés, bien planifiés, on a moins de kilométrage à faire en autobus, en métro pour se rendre au travail, pour avoir des soins de santé, pour se rendre faire des loisirs. Et donc, il faut planifier les deux de pair si on veut, entre autres, travailler à réduire les coûts du développement du transport collectif. Et bien évidemment, je peux terminer ma phrase, bien évidemment, toute la question de revoir le rééquilibrage entre ce qu'on dépense pour le transport routier et le transport collectif, le 50-50 qu'on devrait atteindre. Merci. Merci, Laurence. Vous, Alan? Merci. Premièrement, je pense qu'Ensemble Montréal a toujours préconisé une panoplie de mesures pour être capable d'offrir une cocktail transport pour tous les utilisateurs pour qu'eux, ils peuvent choisir et trouver les moyens par lesquels ils peuvent rendre de point A à point B. On n'est pas nécessairement dans un contexte où on privilégie un ou l'autre, mais en même temps, je pense qu'on a une parti pris pour être capable dans les choix de transport, qu'on peut s'assurer que ça peut être fait toujours en favorisant l'environnement. Donc, dans la question de transport, les grands projets nécessiteraient un contrôle serré des coûts. On a vu dans tous les grands projets, il y a des dépassements énormes et ça nécessitera que la prochaine administration, notre administration, on espère, d'être capable de faire un nettoyage dans ces dépassements de coûts. Deuxièmement, je pense que pour adresser la question du transport des autosolos, on a mis en place des projets des engagements assez substantifs pour être capable de faire l'élargissement de l'offre d'autosolo, de voitures en libre-service pour combattre le problème et aussi de favoriser le covoiturage. On a aussi un besoin de s'assurer que l'STM, qui était notre partenaire important, qui donne le service aux citoyens, devienne plus imputable pour être capable de donner un service de qualité. Et quatrièmement, je pense que dans le contexte actif, il y a tous les aspects pour favoriser la sécurisation des vélos, sécuriser les véloroutes, comme on avait proposé, qui sont essentiels. Un des éléments importants, puis il faut souligner ça, c'est l'enjeu de financement de STM. On a vu aujourd'hui qu'il y avait eu une trou de 62 millions qui était connu depuis le mois de juin. Et à ce moment-là, on est dans le mois d'octobre et en date, on apprend, surprise, lapin du chapeau, que trou de 62. Il y a des propositions sur la table qui visent coupera 28 millions de la service et même avec cette coupure de 28 millions proposée ou favorisée par l'STM à leur conseil et donc l'administration, ça ne remplit pas le trou. Donc, je pense qu'il y a la prochaine administration a des enjeux majeurs vis-à-vis comment il va adresser cet enjeu dès le 7 novembre.
Merci. Merci de cette première question. Donc, on compte sur vous pour redynamiser le transport en commun et aussi le transport que l'on parle de vélo ou de différentes façons, mais qui pourrait éliminer davantage les voitures solo sur les routes à Montréal. Merci. Question maintenant sur l'aménagement. Le nouveau plan d'urbanisme et de mobilité est en élaboration et sera en consultation publique prochainement. Emmanuel en parlait tantôt. Cette démarche tant attendue est une occasion à ne pas manquer pour imaginer la ville de demain et s'assurer d'un aménagement du territoire qui répond aux multiples défis environnementaux, sociaux et économiques des prochaines décennies. C'est aussi une opportunité d'assurer une cohérence à l'échelle de la ville. Ce défi de cohérence, on le vit actuellement dans l'est de Montréal, en pleine effervescence, depuis plusieurs années, notamment avec l'annonce du projet du REM de l'Est et la démarche entourant le secteur Assomption Sud, Longue-Pointe et le secteur industriel de la Pointe de l'Île, appelé le CIPI. Alors, première question, cette fois-ci à Laurence. Comment allez-vous vous assurer que la Ville joue un rôle clé dans l'élaboration et la mise en œuvre d'un développement de projets cohérents dans l'Est, c'est-à-dire un développement complet plutôt que projet par projet? Oui, bien merci. Premièrement, je pense que l'exercice du PUM qu'on va voir là est une première de planifier le transport et la mobilité et l'aménagement en même temps. Il était temps que la Ville se décide à faire les deux en même temps. Je pense qu'on ne peut pas planifier l'un sans l'autre. Ça crée des erreurs, comme on en voit sur le territoire de Montréal. Je suis conseillère de Maisonneuve-Longue-Pointe encore. Je dois vous dire que toute la question du secteur Assomption-Sud me touche énormément. Puis on voit exactement dans ce contexte-là qu'est-ce que ça donne quand on ne planifie pas le territoire et qu'on laisse entre les mains du privé le développement. Ça donne en fait des citoyens qui sont obligés au lieu de vaquer à leurs occupations, sont obligés de se battre, de demander un BAP, sont obligés de demander à la Ville et aux planificateurs d'assurer en fait de préserver les milieux naturels qui sont là, de préserver les milieux humides et de s'assurer d'un développement urbain qui soit cohérent avec ce qui est juste à côté des résidences. Rapidement, je pense qu'il faut s'assurer justement d'avoir une planification de la ville qui soit plus cohérente et qui prennent le transport collectif et l'habitation ensemble. Il faut éviter de se retrouver dans des situations comme on l'a fait avec Griffintown ou le Triangle, où on se retrouve par la suite à devoir pallier parce qu'on n'a pas fait cette planification-là. Et c'est l'exercice auquel nous, on convie l'ensemble des Montréalais, Montréalaises, la planification des deux en même temps pour s'assurer qu'on a une vision cohérente et que que les citoyens n'auront pas à payer les frais d'un manque de planification. C'est notre rôle comme ville de planifier le transport, de planifier le déploiement des zones industrielles, résidentielles, etc. Il faut le jouer, ce rôle-là. C'est ce qu'on a choisi de faire en faisant beaucoup de planification urbaine durant notre mandat pour éviter de se retrouver dans des situations comme ce qu'on vit dans Assomption Sud en ce moment. Merci. Alan, à vous. Merci. Je pense que pour nous, on voit que le potentiel de l'Est est énorme et c'est un enjeu qui était important, c'est non exploité. Et puis l'Est a toujours été connu comme le parent pauvre, le cousin pauvre à la ville. Donc, je pense que pour nous, il y a deux éléments qui sont fondamentaux. Premièrement, dans le contexte de planification et dans le contexte de transport. Donc, planification, c'est sûr et certain, ça commence avec la décontamination. On a des terrains énormes pour laquelle n'a pas été contaminé. L'argent dort, l'argent n'a pas été utilisé. Puis je pense qu'une des priorités que notre administration vise faire est d'immédiatement démarrer l'utilisation de ces fonds pour faire la décontamination nécessaire, requalifier les terrains, voir par quels moyens le maximum pourrait être utilisé pour les résidentiels, mais aussi favoriser le commercial, les startups, le tech vert. On vise d'avoir une Silicon Valley de l'Est et on pense que ça c'est possible dans Clean Technology, dans la technologie propre. Deuxième volet qui est fondamental, c'est l'élément de transport. Je sais que le REM qui était visé sont
proposé comme une solution du transport. On sait que ça va répondre énormément pour répondre aux besoins de transport parce que c'était jamais été quelque chose qui a été favorisé dans le passé. Donc, la question était qu'il y a des enjeux particuliers soulevés par la population. Et nous, on souhaite ardemment que, et avec le rapport qui devrait être déposé avec le gouvernement du Québec et avec tous les partis concernés, incluant des citoyens, voir que par quels moyens on peut adresser ces enjeux pour s'assurer que vous avez un transport fiable. Ces deux éléments, décontamination et transport, sont critiques pour le succès de la mise en valeur des terrains et le secteur de l'Est de Montréal. Merci. À vous, Marc-Antoine. Je pense que, comment on peut assurer que la Ville joue un rôle clé dans l'élaboration? Fondamentalement, il faut qu'on écoute les gens. À Mouvement Montréal, on est contre le REM de l'Est tel qu'il est présenté en surélevé, en aérien. On est contre. On croit qu'on a court-circuité un processus. On n'écoute pas la population. On va venir créer une balafre, comme on dit, une grosse cicatrice urbaine monstrueuse. On pèle par en avant et on a deux administrations qui nous montrent un laxisme total dans l'intérêt et la qualité de vie des gens de l'Est de Montréal. Là-dessus, c'est un scandale d'imposer une vision brutaliste dans l'implantation du REM de l'Est dans la façon actuelle. Donc, on doit écouter les gens, consulter la population. Là, je ne parle même pas du scandale du dossier Raymond, là, logistique. Je vais juste parler du REM de l'Est. La Ville doit montrer du leadership. On a vu depuis très longtemps, trop longtemps, un manque flagrant de leadership qui a même des airs d'affairisme. Si on ne parle pas aux acteurs, comme on va avec l'administration actuelle, puis on les boude pendant des mois, ce qu'on fait, c'est qu'on leur donne un beau chèque en blanc sans appliquer des normes environnementales élaborées et complètement logiques pour assurer une qualité de vie citoyenne. Donc, écouter la population et s'opposer aux projets qui vont venir cicatriser l'Est de Montréal, il y a un mot, du leadership. Alors, je vous relance, je prends la balle au bon et je vous relance, Marc-Antoine. Oui. Vous dites que vous voulez écouter les citoyens. Alors, comment concrètement vous allez vous y prendre pour écouter les citoyens et être capable à la fois de satisfaire le développement de l'Est de Montréal, mais en prenant en compte aussi les besoins qui sont très, très différents dans ce coin-là de C'est parce que la mobilité, premièrement, il ne faut pas qu'on impose. Avant la pandémie, on parlait de mettre un tramway, qui était superbe. On avait un plan dans le centre-ville que j'y adhérais d'entrée de jeu. C'était merveilleux. On allait créer une signature comme les grandes villes européennes. Là, on va créer un SkyTrain comme à Vancouver. Puis là, tout le monde, on a comme une espèce de, comme des têtes de linotte, on s'est tourné vers le SkyTrain de Vancouver. On a acclamé ça. Puis on s'est dit, non, un petit peu, là, wow, un instant. CDPQ Infra qui vient carrément court-circuiter le mandat d'organisation et de consultation de l'ARTM, qui est menotté. Donc, on n'écoute pas les gens. On vient amener une espèce de cannibalisation du système de transport collectif. On va tuer des dessertes en transport en commun pour nourrir le REM hypothétique. Alors, dans ce cas-là, je ne trouve pas qu'on parle aux gens. On fait simplement leur rapprocher les haut-parleurs des oreilles. On leur dit, avec une espèce de brutalisme soviétique, « Écoutez-nous, puis fermez vos gueules. » Alors, pour moi, ce n'est pas la façon de rejoindre le cœur des gens. Si on veut développer une société solidaire, progressiste, pragmatique, il faut qu'on commence par se parler, puis il faut qu'on laisse les acteurs compétents et pertinents gérer les dossiers sans court-circuiter les initiatives au nom de l'affairisme économique. Merci. Et vous, Laurence, comment vous pouvez inclure la société civile et écouter les préoccupations des gens dans le développement de l'Est? On parle d'un développement d'affaires, mais il y a quand même une grande population et certaines familles qui ont c'est un milieu de vie parfois vulnérable. Donc, comment on va intégrer tout ça? Bien, je vous dirais que, comme je l'ai mentionné, c'est important justement d'aller
faire de la planification du territoire. C'est notre rôle comme ville de planifier le territoire et de ne pas laisser justement des entreprises venir faire ce qu'ils souhaitent, ce qu'elles désirent sur le territoire. C'est ce qu'on a vécu avec ce qui se passe actuellement avec l'entreprise Raymond Logistique dans Assomption Sud. C'est que pendant longtemps, on s'est dit personne n'est intéressé à venir développer ici. Alors pourquoi nous, on se dépêcherait à planifier le secteur? Et puis un jour, il y a une entreprise qui a acheté un terrain, puis tout d'un coup, tout le monde s'est réveillé puis a dit « Ah, on aurait dû ». Alors nous, ce qu'on propose, c'est justement de continuer à planifier, et c'est ce qu'on a fait dans les dernières années. On a fait le secteur de la Molson, le secteur de la Chine, pour s'assurer justement qu'on vienne prendre un peu le retard des dernières années, puis qu'on planifie le territoire et qu'on le planifie, puis c'est aussi ce qu'on veut faire avec l'exercice du plan d'urbanisme et de mobilité, de planifier les deux en même temps. Parce que c'est des exercices qui sont longs, la planification, puis si on fait d'un côté la mobilité, de l'autre côté l'urbanisme, ça nous prend des années, puis à un moment donné, là, ces deux plans-là, ils se parlent plus du tout, puis ils n'ont plus la même portée. Donc là, on a choisi de faire les deux en même temps. C'est un exercice qui est très laborieux, mais qui va vraiment porter fruit pour s'assurer qu'on réponde à tous ces enjeux-là et qu'on ne se retrouve plus dans des situations comme on a aujourd'hui. On a des quartiers résidentiels où les gens n'ont pas accès du transport collectif, des zones industrielles où il y a des autobus qui passent aux heures. Donc, tout ça, il faut le planifier ensemble et c'est ce qu'on propose avec l'exercice du club. Et vous gardez le REM? On veut vraiment s'assurer, on ne le jette pas à la poubelle. Ceci étant dit, on a mis sur pied un comité d'experts, on a mis sur pied beaucoup de choses pour s'assurer qu'on puisse en tirer le maximum et on ne laissera pas la Caisse de dépôt venir faire ce qu'elle souhaite sur notre territoire. D'accord. Merci. Monsieur Allen? Merci. Regarde, parmi les trois personnes ici, la seule qui a vécu avec le REM et leur expérience, c'est moi à Saint-Laurent, parce que dans un sens, on vit déjà le REM 1.0. Et dans toutes mes expériences comme élu, ce que j'avais constaté comme un élément de gage de succès, c'est de l'impliquer des citoyens en amont, pas en aval. Donc, si j'ai besoin d'identifier trois éléments qui sont importants pour la réussite d'un REM 2.0 ou n'importe laquelle autre projet pourrait être considéré pour l'Est, c'est de l'avoir l'accès en toute transparence de toute l'information, toutes les données, toutes les études, toutes les options sur la technologie et autres pour que les citoyens et citoyennes puissent prendre connaissance de ça. Deuxièmement, il faut avoir un élément de participation citoyenne en amont. Et puis, je pense qu'avec un souhait que les citoyens vont être écoutés. Donc, pas dit quoi faire, comme Marc-André est en train de dire, mais l'écouter en amont. Et le troisième élément, c'est la question d'imputabilité. Actuellement, mon vécu avec la Caisse de dépôt fait du sort que dans le pouvoir qu'ils ont, fait du sort qu'ils peuvent imposer leur volonté sur les communautés. Je l'ai vu, je vois comment ça fonctionne. Donc, je pense que ça, c'est le troisième élément de solution que je l'offre. Et je pense que si on peut au moins travailler sur ces trois-là, le projet pourrait être perfectible. Merci. Alors, ça clôt le premier bloc. On a déjà un petit peu de retard, hein? C'est pas facile, on est très serré dans le temps. Alors, on irait avec les questions en rafale. Alors, vous les avez eues, vous prenez vos trois petits cartons. Alors, on est filmé, alors pensez à la couleur de carton parce que ça restera dans les annales. Alors... Vous pouvez juste me dire blanc si on n'est pas sûr, c'est ça? C'est ça, on est hésitant. Oui, ni oui ça. ni non. Ni oui ni non. Okay, C'est ça. Alors, appuyez-vous le prolongement de la ligne orange à Bois-Franc. Allez-vous implanter une tarification sociale basée sur le revenu pour permettre aux personnes à faible revenu de se procurer un titre mensuel de transport collectif? Comptez-vous augmenter le nombre de voies réservées pour les autobus? Comptez-vous étendre le réseau Express Vélo? Allez-vous supprimer la circulation de transit sur la voie Camillien-Hood en plein cœur du Mont-Royal? Je vais mettre un péage, moi. Êtes-vous prêt à réduire le nombre de places de stationnement au profit des modes collectifs et actifs? Attendez, là, vous lisez trop vite, là, je suis fatigué. Pouvez-vous répéter la question plus lentement? Êtes-vous prêt à réduire le nombre de places de stationnement au profit des modes actifs et collectifs? Il me semble que j'ai vu pas mal de verres, hein? Alors, vous engagez-vous à concrétiser le projet d'Alparc Turcot? C'est bon. Lors du réaménagement complet d'une artère, est-ce que la sécurité des piétons primera sur la fluidité de la circulation? Vous engagez-vous à ne pas couper dans les services de transport collectif? Une petite question de cohérence ici. Vous engagez-vous à ne pas couper dans les services de transport collectif?
Merci, merci, messieurs. Dames. Merci à vous trois. Hein? C'était manichéen comme question. Eh là là! Tabarnak. Mais vous avez bien compris le jeu. Alors, maintenant, c'est à votre tour de vous questionner entre vous. Alors, 30 secondes de questions, 2 minutes par réponse. Alors, vous voyez que 2 minutes par réponse, c'est rapide. Alors, on commence avec Laurence. Vous posez une question à Marc-Antoine. 30 secondes, question, 2 minutes réponse. Oui, merci. L'une de vos candidates a exprimé sur Twitter qu'elle souhaitait revoir complètement le projet du réseau Express Vélo. Donc, ce que je me demande, c'est est-ce que, avec cette affirmation-là, vous lancez une compétition avec Ensemble Montréal, à savoir qui va le détruire en premier, ce rêve? Oh non, pas du tout. Au contraire, on va faire la différence de vous. Le rêve doit se planifier pour ne pas braquer les communautés, mais plutôt pour leur donner un mode de transport structurant. Une piste cyclable, ça s'installe sur le long terme. C'est pas quelque chose qu'on enlève l'année suivante comme Ensemble Montréal, Louvoyer avec le rêve Saint-Denis, Bellechasse, bon. Ce qu'il faut faire, Madame Laurence, il faut planifier à long terme. Donc, de conceptualiser le rêve sur le long terme en ne braquant pas les populations, en tenant compte des dessertes, des livreurs, des restaurants, des personnes à mobilité réduite, des gens en situation de handicap, de l'itinérance, de l'accessibilité aux écoles, d'aller trop vite. On a vu ce que vous avez fait l'an passé avec les VAS. Vous avez braqué toute la communauté et vous êtes rendu compte au mois de septembre 2020 que vous êtes allé trop vite et en urgence, vous avez mandaté M. Posé pour réaliser également que vous faisiez trop de travaux en même temps. Alors, rien ne sert de courir, il faut partir à point, comme dit l'adage. Et je pense que c'est important de se poser des questions et de ne pas braquer les communautés. Une bonne chose peut mal se faire. Et on doit donc s'assurer avant, comme l'adage des, j'aime ça les jeux de mots, mais les charpentiers, hein, check twice, cut once. Vous êtes en train de rouvrir la rue Berry, vous êtes en train de tout dévierger le rêve sur Berry parce que vous avez oublié de faire les entrées de plomb. Mais c'était très important de placer les saillies en 2020 avant l'année électorale. Merci. Vous avez encore la parole, Marc-Antoine. Parce que, pas le temps du verre d'eau. Oui, à Aline. Ah, Monsieur de Souza. Pourquoi votre administration, en 2016, vous parlez de planification avec Raymond, quand le terrain a été vendu en janvier 2016, vous n'êtes pas sans savoir que l'arrondissement d'Hochelaga-Mercier-Maisonneuve a un règlement sur les usages conditionnels qui est en vigueur depuis 2008, qui aurait pu clarifier des conditions d'acceptabilité sociale pour donner les permis à Raymond Logistique. Pourquoi vous n'avez pas pensé à ça en janvier 2016? Pourquoi vous n'avez pas pensé à ça? Je pense que le maire à l'époque, M. Ménard, avec les membres du conseil, avaient convenu à l'époque quelle est la meilleure façon de le faire. Ils ont consulté les citoyens, ils ont fait leur effort, et puis les élus sont même ici, ils ont venu avec une proposition qui effectivement qui répondait selon leurs besoins locaux. Ça répond tellement à besoin parce qu'en avril 2016, le maire Ménard a essayé de remettre la pâte à dents dans le tube de pâte à dents, mais lorsque le permis est émis, on ne peut pas revenir en arrière. Il a essayé de changer la réglementation, mais je trouve que vous avez manqué de vision à long terme pour une administration qui se dit vouloir éviter les cicatrices en me copiant mon idée au niveau du recouvrement de Décarie puis de la 720. Je trouve que vous êtes un peu culotté pour dire que vous avez planifié un bon projet. Vous auriez pu simplement appliquer le règlement d'usage conditionnel en janvier 2016 puis éviter tout le mélodrame qu'on vient de vivre actuellement avec Raymond Logistique. Merci. Vous voulez une petite réponse? On vous laisse un petit... Bien, regarde, à ce moment-là, il faut garder la question, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Je pense qu'actuellement, si on règle les problèmes du passé, et puis je vous avoue qu'il y avait certaines choses qui pourraient être améliorées, aujourd'hui, quelles sont des solutions? Merci. Puis je pense qu'il faut trouver des solutions durables. On vous laisse la parole à vous, Monsieur Aline, pour Laurence.
Ouais. Mais regarde, restant sur l'Est, le REM dans l'Est, pas autant qu'on a vu que c'était maintenant approprié comme peut-être le changement de la ligne rose et qui maintenant, ça répond à la question de la ligne rose. Mais d'autre part, on constate que même dans Mercier-Hochelaga, comme on se constate, le maire de Pierre Blais-Lessard est contre le projet. J'essaie de voir comment la mairesse Plante et comment M. Lessard peut être sur les deux bords d'un dossier aussi important pour l'Est de Montréal. Bon, je vous dirais que vous adressez votre question à 2 personnes qui ne sont pas là ce soir. Non, mais je pense que... mais ce que je peux vous dire, c'est que l'ensemble de notre équipe s'entend sur le fait que ça prend absolument un transport structurant dans l'Est de Montréal. On est tous d'accord avec ça. Ceci étant dit, le REM est arrivé, on sait, vous l'avez vécu aussi avec la première version, ça arrive, ça nous est présenté, et là on se dit qu'est-ce qu'on fait avec ce projet-là? Et ce qu'on est en train de faire, nous, c'est de s'assurer de collaborer, mais aussi de s'assurer, en fait, qu'il y a des gains pour la population. Et c'est ce à quoi on travaille actuellement. On a mis en place un comité d'experts. On travaille à ce que ce projet soit bénéfique pour l'ensemble de la population. Et je vous dirais qu'il n'y a pas en ce moment de guerre de clochers ou de guerre de compétences entre l'arrondissement, la ville-centre. On travaille tout le monde ensemble pour se dire comment on peut faire en sorte qu'un projet comme celui-là soit bénéfique pour l'ensemble de nos communautés. Et ce qu'on se dit, c'est que c'est pas on fait pas un chèque là, dans ce contexte-là, mais c'est pas on déroule pas le tapis rouge en disant venez faire ce que vous voulez. On travaille avec un comité d'experts, avec le REM pour s'assurer qu'on ait un développement qui soit cohérent avec notre vision. De développement du transport. Puis il faut se dire aussi que, et là je ne mets pas la faute sur votre administration qui était avant la nôtre, mais je pense qu'on a eu un grand manque d'investissement en transport collectif pendant de nombreuses années et qu'aujourd'hui, on se retrouve avec ce projet-là qui nous est arrivé et je crois qu'on est capable de le bonifier, de faire en sorte qu'il réponde à des besoins réels et qu'il ne vienne pas défigurer nos quartiers. C'est ce à quoi on travaille. Merci. Alors, ce bloc de questions étant maintenant terminé, on passe maintenant au bloc 2, protection des milieux naturels et des espaces verts et accès à la nature. Alors, l'objectif de protection de 10 du territoire terrestre inscrit dans le schéma d'aménagement et de développement ainsi que dans le plan climat n'est toujours pas atteint. La création du Grand Parc de l'Ouest, l'ouverture du parc Frédéric-Bac, l'obtention du statut projeté de paysage humanisé de l'île Bizarre sont des avancées importantes, mais il reste encore beaucoup à faire. Et alors que le rôle et les impacts bénéfiques des infrastructures vertes ne sont plus à démontrer dans l'adaptation au changement climatique et dans la résilience de nos milieux de vie, sur la biodiversité et sur la santé, on constate une pression sans cesse croissante sur les rares espaces verts et milieux naturels de l'île, mettant en opposition constante conservation et développement. Alors, la question s'adresse d'abord à Marc-Antoine. Dans ce contexte, comment comptez-vous, au cours de votre mandat, augmenter la superficie de milieux naturels protégés en vue d'atteindre la cible quand même, somme toute modeste, de 10 %? Quels sont les gestes prioritaires que vous comptez poser dans votre prochain mandat pour atteindre cette cible? Eh bien, toutes les mesures en place pour créer les grands espaces verts, que ce soit les parcs de l'Est, parcs de l'Ouest, doivent se maintenir, mais doivent encore une fois se maintenir sans braquer les communautés, éviter les poursuites de 130 millions des promoteurs. Mais fondamentalement, ce qui me scandalise aujourd'hui, c'est la façon dont on gère le Technoparc Montréal, juste au nord de l'aéroport Trudeau, l'aéroport d'Orval que j'appelle. Ça, c'est un des seuls milieux humides non protégés à Montréal qui est en train de se faire détruire au nom du corporatisme brutal. Le mot brutal va revenir souvent avec moi ce soir, je crois, parce qu'on est en train de perdre un de nos derniers poumons verts, qui est l'équivalent de la grosseur du parc du Mont-Royal. Les administrations actuelles et passées, sont en train de bouder cet espace vert-là. Ils font rien de proactif, ils se lancent la balle au lieu de montrer un leadership encore une fois. Donc, il faut sauver le technoparc. Il faut faire un parc nature avec cet espace-là. Il ne faut pas faire
le centre Ecolab Hubert Reeves, qui est une chimère. On va simplement créer une îlot de chaleur dans des milieux humides. Il ne faut pas qu'on fasse comme à Laval. On veut faire une végétalisation massive d'infrastructures urbaines pour justement créer une ville éponge pour adresser les enjeux du changement climatique, notamment par la gestion des pluies, pour soulager notre réseau artériel. On veut carrément créer des nouveaux milieux de vie pour la faune et la flore dans nos centres urbains. Par exemple, végétaliser le viaduc Berry, créer un parc linéaire dans la descente. On peut simplement augmenter notre empreinte en créant un parc linéaire aussi. Oui, on a déjà fait, mon Dieu, c'est trop court comme processus. Vous attendrez à la fin, puis on jasera. Voilà. Merci. Alors, à vous, Laurence. Alors, j'aimerais précisément vous entendre sur les gestes prioritaires que vous posez si vous êtes en poste en novembre. Merci. Je vais arriver aux gestes prioritaires, mais je pense que c'est important de mentionner quand même notre bilan. On a fait des choses incroyables dans ce mandat. On a triplé le budget d'acquisition des milieux naturels. On a acheté près de 200 hectares de terrain pour les transformer en parcs. Ça, c'est l'équivalent du parc Jarry puis du parc du Mont-Royal. C'est pas rien, là, quand même. On a investi dans les espaces verts. On sait que c'est payant pour l'ensemble de la population d'investir dans les espaces verts. Ce qu'on veut faire, et bien évidemment, on veut continuer à investir dans les espaces verts. Bien, on veut créer le Grand Parc de l'Est, donc agrandir le parc de la Pointe-aux-Prairies. Ça, c'est un enjeu très, très important pour nous. On veut bien évidemment aussi continuer à agrandir le Bois d'Anjou et préserver la vocation espace vert du golfe métropolitain d'Anjou. On ne veut pas que cet espace soit développé d'une autre manière qu'en espace vert. On veut créer des nouveaux parcs locaux. On a déjà commencé à le faire et on veut poursuivre dans ce sens-là. C'est important aussi de protéger les espaces verts qui sont déjà sur le territoire et de faire des acquisitions stratégiques. Donc, on pense notamment à la protection, l'acquisition de terrains dans l'Ouest pour créer le Grand Parc de l'Ouest. Il va falloir poursuivre dans ce sens-là. Protéger la biodiversité du secteur du technoparc en agrandissant le parc nature des sources, puis aussi en réclamant du gouvernement fédéral la protection du champ des monarques. Et bien évidemment, on ne veut pas faire de comptabilité créative, donc on ne veut pas ajouter les parcs locaux dans ce bilan et pour en faire le 10% dans la protection des espaces verts pour arriver à notre 10%, comme le propose dans sa plateforme Ensemble Montréal. Nous, ce qu'on veut, c'est des nouveaux espaces pour compléter ce 10%-là et non prendre les espaces verts déjà existants puis les ajouter au calcul. Merci. Alan, à vous. Merci. Regarde, j'ai eu le privilège de présenter la première politique de protection des milieux naturels qui a eu un effet de doubler de 3% à 6% à l'époque le nombre de hectares protégés. Et quand on s'est fixé ça à 10% en 2015, mais c'était effectivement moi en tant que qui a voulu pousser pour cette cible de 10%. En même temps, avec le CMM, on avait poussé pour que 17% de la territoire du CMM soit aussi protégé. Donc, je pense qu'on a pris une approche large. Pour nous, c'est une question de voir par quels moyens, non seulement avec ceux qui sont déjà protégés, les projets pourraient être multipliés et pour maintenant donner que les grands espaces sont maintenant tous protégés et des petits espaces. Chez nous, on a un boisier qui s'appelle Marcel-Lorrain. Le boisier Marcel-Lorrain, c'est le seul sur l'île de Montréal qui est protégé dans une zone de conservation. On pense qu'on peut élargir le concept pour qu'il y ait d'autres qui pourraient aussi être là. On a vu dans le cas de la vérificatrice générale, elle avait aussi parlé qu'il n'y a pas de budget pour tout ce que la Ville avait acquis. Donc, je pense que c'est important de consacrer des budgets d'opération pour s'assurer qu'on peut avoir la protection de ces milieux, mais avec les budgets d'opération qui peuvent protéger leur biodiversité. Et le deuxième point, je pense que c'est une question des terrains fédéraux, donc 150 hectares qui sont au nord de l'aéroport à Dorval et à Saint-Laurent. On pense qu'on peut protéger. Le gouvernement a déjà manifesté un intérêt dans le discours de la Couronne. C'est identifié comme peut-être le deuxième poumon de Montréal après le Mont-Royal.
150 hectares, c'est une chose, mais on avait déjà identifié dans les parcs des sources, pour le bénéfice de Marc-André, le parc des sources existe, il y a 28 hectares plus 10 plus 48 hectares. Donc, si on peut ajouter avec les terrains fédéraux, je pense que c'est un bon noyau qui pourrait être protégé et aussi pour la biodiversité. Donc, on pense qu'on va travailler avec le gouvernement fédéral dès qu'il va nommer des cabinets pour être capable de les sensibiliser sur cette opportunité, la seule opportunité sur l'île de Montréal où le fédéral peut jouer un rôle. Merci. Donc, ce qu'on entend, c'est qu'on espère que d'ici 2025, on aura franchi le 10 et peut-être même plus. Je le souhaite ardemment. Alors, une autre question sur ce thème. La pandémie a également mis en lumière le besoin criant d'accès à la nature de proximité. Certains secteurs de l'île sont en manque d'espaces verts et de canopées et constituent des îlots de chaleur importants qui viennent renforcer les impacts sur la santé des populations lors des vagues de chaleur qui ne cesseront pas. Les derniers mois nous ont rappelé à quel point l'accès à ces espaces verts n'est pas équitable sur l'île de Montréal. Alors, à vous, Alan, comment comptez-vous favoriser et faciliter l'accès aux espaces verts et aux espaces bleus tout en corrigeant l'inéquité territoriale actuelle? Quelle est plus concrètement votre vision pour la création d'un grand pacte métropolitain dans l'Est? Regarde, premièrement, je pense que si on veut donner ou s'assurer que les gens ont accès, il faut commencer quartier par quartier pour être capable d'identifier les lieux qui sont capables de protéger et, en conséquence, faire une opportunité de le rendre ces endroits accessibles. Donc, si effectivement, sur chaque rue, on vise qu'il n'y aura aucune rue, qu'il n'y aura pas d'arbres, on veut bien que des quartiers plus défavorisés sont privilégiés, donc avec une cartographie, identifier des quartiers qui ont besoin et de s'assurer qu'on peut faire les plantations nécessaires. Rendre accessibles les grands parcs de nature que vous avez fait allusion tantôt pour s'assurer que des gens qui sont peut-être dans les endroits où il n'y a pas d'espace vert peuvent avoir accès, soit par une navette, soit par transport en commun, mais s'assurer que les gens peuvent explorer et voir toute la beauté que nous avons à Montréal. Et pour le Grand Parc de l'Est, bien sûr, je pense que l'Est est en manquant, donc je pense que aujourd'hui, c'est très embryonnaire, mais je pense qu'il faut identifier et voir par quelle moyenne on peut identifier des espaces avec une connectivité, avec des corridors dans un lieu qui est probablement très difficile de le faire. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire que nous avons une idée, mais on a une bonne idée de qu'est-ce qu'il faut faire pour connecter ce qui existe actuellement. Merci. La parole est à Marc-Antoine. Faciliter l'accès aux espaces verts et aux espaces bleus, bien, ça passe par la mise en place d'un plan vert où est-ce qu'on veut justement créer particulièrement dans les arrondissements défavorisés, Rivière-des-Prairies, Montréal-Nord, Pointe-aux-Trembles, Hochelaga-Maisonneuve, Parc-Extension, Saint-Michel, notamment, Côte-des-Neiges, où est-ce qu'on veut créer des micro-forêts, des zones de végétalisation massive sur des petits endroits, entre autres pour faire de la vulgarisation scientifique dans les écoles, pour que les jeunes se réapproprient leur milieu de vie, sans nécessairement avoir à sortir de la ville. C'est un peu la méthode asiatique au Japon, où est-ce qu'on va ramener la forêt près des gens. On va créer des micro-forêts. On a besoin de l'exemple de 6 places de stationnement en superficie pour faire grandir rapidement, à brève échelle, un type de micro-forêt. Ça, c'est une chose qu'on peut faire très rapidement, notamment dans les cours d'école. C'est dans notre programme. On veut aussi assurer à certains endroits, comme je vous dis, les espaces, les infrastructures municipales et gouvernementales, une végétalisation massive qui va amener une nouvelle biodiversité, des abeilles, des oiseaux, des arbres fruitiers. Encore une fois, on peut rapprocher les gens de leur milieu de vie et transformer le béton en verdure. Ça se fait facilement. Vous avez simplement à regarder sur Internet la végétalisation massive d'infrastructures. En plus, ça sent bon, ça baisse les polluants et ça hausse notre qualité de vie. D'autres choses, bien, pour la création du parc métropolitain dans l'Est, moi, j'aimerais ça parler à Hydro-Québec, donc au gouvernement provincial, pour voir s'il n'y a pas moyen d'enfouir les lignes électriques du parc de l'Est le long de l'autoroute 40. Je sais que ça coûte très cher. Vous allez dire, vous êtes un rêveur, M. Desjardins, mais je pense que si on ne rêve pas, on n'aura jamais de ville. Donc, on doit continuer à pousser des enjeux osés, ambitieux,
ou est-ce qu'éventuellement on pourrait revenir sur des décisions des années passées qui créent d'énormes fractures visuelles, éviter de faire le REM de l'Est dans l'état actuel et adresser la question de l'enfouissement des grandes lignes électriques qui pourraient justement dégager une certaine marge de manœuvre pour redonner des espaces verts à la population locale. Merci, Marc-Antoine. Laurence, à vous. Oui, merci. Est-ce que vous pouvez me rafraîchir la mémoire sur la question? Parce qu'il y a eu beaucoup de sujets qui ont été élaborés par les collègues ici. Fait que je veux juste revenir à l'essentiel. Donc, favoriser et faciliter l'accès aux espaces verts. Oui, parfait. Et aux espaces bleus, et la vision pour la création du grand parc métropolitain de l'Est. Parfait, merci. En effet, je pense que la pandémie a eu cet avantage, si je peux dire, là, de révéler aux Montréalais, Montréalaises, l'importance des espaces verts. On a vu qu'ils ont été utilisés autant en période estivale qu'hivernale. Donc, vraiment, les gens se sont appropriés les parcs. Ça a même été parfois difficile là, parce qu'il y avait beaucoup de gens dans nos parcs. Ça a été pareil au Jardin botanique, etc. Donc, on a vraiment vu qu'il y avait un engouement. Et pour ça, on est très fiers d'avoir déjà annoncé là, le Grand Parc de l'Ouest. Ça répond à un besoin qu'on a bien constaté qui était réel. Donc, pour ça, on en est très fiers. Ceci étant dit, il ne faut pas s'arrêter là. On a bien l'intention de travailler sur le Grand Parc de l'Est, donc bien évidemment de partir des infrastructures qui sont déjà existantes, mais aller plus loin, aller à l'île Sainte-Thérèse, aller au golfe d'Anjou, donc pour vraiment étendre ce territoire-là et créer des corridors verts qui vont pouvoir vraiment faire en sorte qu'il va être plus facile pour les citoyens et les citoyennes de se rendre d'un espace à l'autre, puis qui vont venir vraiment répondre à des besoins dans de nombreux quartiers périphériques à ces espaces plus grands. Bien évidemment, on veut continuer le travail déjà entamé sur toute la question de l'accès au port de plaisance de la Chine. On a annoncé qu'on en ferait un parc. C'est un espace incroyable. On veut donner accès aux citoyens à cet espace-là. Et bien évidemment, l'accès à l'eau, à la promenade Belle-Rive est pour nous très, très important. On a déjà un beau parc, mais on n'a pas accès à l'eau. Donc, on veut rendre cet accès possible à la population. Merci. Alors maintenant, vous pouvez prendre vos cartons. Alors, j'essaierai de lire un peu plus lentement. Donc, vous engagez-vous à rendre plus accessible l'ensemble des parcs nature sur l'île de Montréal? Vous engagez-vous à conserver l'affectation récréation de la partie nord du golfe métropolitain d'Anjou? Une hésitation. Vous engagez-vous à mettre en œuvre les interventions inscrites dans le plan directeur de conservation, d'aménagement et de développement du parc Jean-Drapeau et à veiller au respect des orientations et de la vision de dans chacune des décisions d'aménagement? Question difficile, oui. Allez-vous augmenter les budgets consacrés à l'entretien des parcs et des espaces verts existants? Bonne nouvelle. Vous engagez-vous à mener les démarches nécessaires, entre autres avec le gouvernement fédéral, pour assurer la protection du golfe d'Orval et des terrains fédéraux à proximité de l'aéroport et leur intégration au parc nature des Sources? Vous engagez-vous à aménager de nouveaux accès physiques et visuels à l'eau, tant sur la rivière des Prairies que sur le fleuve Saint-Laurent? On retourne sur la montagne. Alors, comptez-vous interdire le vélo de montagne sur le Mont-Royal? Non. Merci de cette franchise et de ces réponses qui sont quand même, vous le constaterez, cher public, plus vertes que blanches ou rouges. Alors, il y a de l'espoir avec nos panélistes ici ce soir. Donc, les questions entre candidats maintenant. La première, Marc-Antoine à Laurence. Excusez-moi. Oui. Oui, non, excusez-moi, pardon. Oui, Madame Laurence Lavigne-Lalonde. C'est moi. C'est vous. Bonjour. Bonjour. Pourquoi enlevez-vous des places de stationnement dans Rosemont, dans le plateau dans lequel je vis, partout, sans pouvoir comptabiliser le nombre de places que vous enlevez, pour en créer dans le Technoparc Montréal au nord de Dorval, dans l'éco-campus Hubert Reeves? C'est quoi la logique derrière la destruction d'un espace
humides, où est-ce qu'il y a besoin de vivre, pourquoi détruire, bétonner ces zones-là et enlever des places de stationnement dans les arrondissements centraux pour aller mettre des places de parking dans un milieu vert? Je n'ai pas l'impression qu'on est en train, nous, comme administration, d'ajouter des espaces de stationnement sur des terrains humides. Ceci étant dit, je pense que vous êtes très à même de comprendre que, dans votre question, qu'on ne peut pas, que les gens qui se stationnent sur le plateau Mont-Royal ne sont pas les mêmes nécessairement qui se stationnent dans un technoparc à l'autre bout de la ville. Là. Donc, je ne pense pas qu'on peut faire l'adéquation entre l'un et l'autre. Ceci étant dit, je pense que notre vision, elle est très, très claire. Ce qu'on veut, c'est que les citoyens et les citoyennes de Montréal puissent se déplacer avec de nombreux moyens de transport. On veut faciliter les autres moyens de transport que la voiture solo, et c'est l'orientation qu'on a prise et c'est l'orientation qu'on va continuer à prendre. Enlever des places de stationnement, c'est pas quelque chose qu'on fait simplement pour le loisir comme ça. On fait ça généralement pour ajouter du verdissement, pour sécuriser des rues, pour sécuriser des intersections, pour offrir de l'espace public aux citoyens, aux citoyennes, et c'est dans cette optique-là qu'on le fait quand on a à le faire. Merci. Est-ce qu'on n'a pas de réplique, hein? C'est ça? Non, malheureusement. Alors, la question maintenant de Alan à Marc-Antoine. Vous pourrez répliquer. Et Marc-Antoine, vous étiez assez enthousiaste à dire non à la dernière question à Rafale, donc j'aimerais bien que vous partagez l'état de votre âme avec nous. Pourquoi vous ne souhaitez pas interdire la vélo-montagne sur le Mont-Royal, tout en tenant compte des impacts écologiques qui sont significatifs? Bien, justement, c'est parce qu'il n'y en a pas d'impact écologique. Moi, je suis membre de l'ABI, pas Saint-Benoît-du-Lac, mais OCA. Il y a déjà des pistes qui sont en place. Tout ce qu'on a à faire, c'est créer une vision écologique comme vous retrouvez partout, à Vallée-Bras-du-Nord, partout au Québec, à Sherbrooke, à Bromont, à Harford, à Oka, à Gaspésie, à Tremblant, à Sutton, à Gatineau, à Louette. Alors, à un moment donné, là, le 15 minutes que vous vous gargarisez à développer à Montréal, à qui veut l'entendre, vous parlez toujours que vous voulez amener une ville de proximité. Projet Montréal parle de faire la ville du dernier kilomètre. Je veux bien, mais moi, là, quand je vais à Oka, ça me prend 40 kilomètres de gaz pour brûler, me rendre là-bas avec mon vélo de montagne, quand je pourrais le faire en 15 minutes de destination, dans des pistes qui sont écologiques, entretenues par des OBNL crédibles, puis en plus, ça facilite la conciliation travail-famille. Je passe 80 km aller-retour pour faire du vélo de montagne à Oka quand j'ai un Mont-Royal qui est sous-développé de façon intelligente. Le statu quo, M. de Souza, ça nous fait reculer, ça ne nous fait pas avancer parce qu'on se fait regarder par l'entièreté de la province de Québec qui rit de nous en termes d'accessibilité d'espace sportif pour les familles. Comment ça se fait que la piscine cachée n'est pas ouverte? Comment ça se fait qu'il n'y a pas un parcours de vélo dans l'emprise du Royal Vic? Comment ça se fait que ça prend toujours une éternité arriver à des dossiers qui vont changer la vie des familles concrètement pour les Montréalais? Merci, La question Marc-Antoine. fondamentale. Merci. La question fondamentale était qu'il y a des impacts négatifs, mais je laisse Dernière question aucun. de Laurence à Alan. Merci. Est-ce que j'ai droit à une question en deux volets, si je respecte mon 30 secondes? On minute. Dans votre programme, vous dites qu'il faut ajouter les parcs locaux pour atteindre le 10 d'espace vert. Je considère que c'est assez défaitiste comme vision de la protection du territoire. Pourquoi vous ne voulez pas protéger le golfe d'Anjou? Et en même temps, est-ce que vous êtes capable de reconnaître que vous avez eu tort de vouloir développer 5000 maisons dans Pierrefonds-Ouest? Je pense que notre formation a déjà dit qu'il n'y aura pas nécessairement 5000 maisons en Pierrefonds-Ouest. Il n'y avait pas. On a dit que le parc de l'Ouest va rester le parc de l'Ouest. Donc, je ne pense pas qu'il y a grande nouveauté dans ça. C'était connu depuis longtemps vis-à-vis des utilisations des parcs locaux. Mais regarde, quand on est dans un milieu urbanisé, chaque pouce, chaque carré, chaque chose va compter. Puis je pense qu'à cet égard-là, les petits parcs qui peuvent être comptés, je vais donner l'exemple de Marcel-Lorrain, qui est un petit parc, mais d'autre part pourrait être très, très utile pour être conservé et reconnu comme un espace vert. Donc je pense que si on veut y aller à 10 il faut comprendre pour chaque 1 il faut avoir 500 hectares. Donc, c'est la logique laisse croire qu'on doit utiliser tous les espaces à notre disposition dans les petits parcs qui pourraient qualifier. Merci.
Alors, nous en sommes maintenant au bloc 3. Dernier bloc, très important. Comme les deux autres, mais quand même, les GES, hein, c'est un enjeu planétaire. Alors, Montréal, avec son plan climat, s'est donné l'objectif d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050. L'atteinte de cette cible ambitieuse, mais nécessaire, va passer par des gestes forts, tant au niveau de la mobilité, des bâtiments, que plus largement de l'aménagement du territoire. La Ville a un devoir d'exemplarité, mais va également devoir trouver des mécanismes, mettre en place des règlements et les incitatifs pour que l'ensemble de la collectivité fasse sa part. Alors, à vous, Laurence, quelles sont les actions fortes à déployer pour atteindre l'objectif, idéalement avant 2050, et quels chantiers comptez-vous mener en priorité afin de réduire nos émissions de GES? Merci. Premièrement, je pense que c'est important de dire que je suis extrêmement fière qu'on ait fait le plan climat. C'est le premier plan climat de la Ville de Montréal et on ne l'a pas fait tout seul dans notre bureau. On l'a fait avec un comité d'experts qui nous a accompagnés pendant plus d'1 an. Et au jour 1 du lancement du plan climat, on a lancé le partenariat climat. On avait plus de 80 acteurs très importants de la société civile montréalaise qui ont dit on s'engage à atteindre les objectifs du plan climat et à travailler dès le jour 1 à y arriver. Parallèlement à ça, on a mis sur pied le Fonds climat du Grand Montréal avec le financement du gouvernement fédéral. Donc, vraiment, on a réussi, là, dans ce mandat-ci, à asseoir énormément de gens autour de la table et se dire que tout le monde ensemble, on allait les atteindre, ces objectifs-là. C'est une première, j'en suis vraiment fière. Ensuite, je pense qu'on n'est plus au moment où on se dit est-ce qu'il faut agir d'abord sur le transport, est-ce qu'il faut agir d'abord sur les bâtiments? Il est trop tard pour se poser cette question-là. Il faut agir sur tous les fronts en même temps. Et c'est ce que le plan climat propose de faire et c'est ce à quoi on va s'engager. Mais pour y arriver, il faut aussi travailler, bien évidemment, sur la gouvernance. Et je suis fière de dire que déjà, le plan climat a été adopté, mais déjà, il y a des choses qui sont en place et on va continuer de les pousser. Le budget carbone sur lequel on travaille et le test climat qui vient nous forcer à la Ville de Montréal à nous assurer que l'ensemble des décisions qu'on prenne vont dans le sens du plan climat et ne nous feront pas reculer. Ensuite, bien évidemment, on va travailler sur toute la question des bâtiments, un grand générateur de gaz à effet de serre, donc carboneutralité complète des bâtiments d'ici 2030. On a mis sur pied le plan de divulgation des GES des bâtiments. On veut aller plus loin avec la cotation, donc imposer un maximum de gaz à effet de serre des bâtiments. Bien évidemment, le transport, un autre volet très important. On veut déployer une zone zéro émission d'ici 2030. Donc, une zone dans laquelle on ne pourra pas circuler si on est avec un véhicule qui émet des gaz à effet de serre. On veut, bien évidemment, pour y arriver à tous ces objectifs-là, continuer à travailler sur le transport collectif, le transport actif, des quartiers aménagés pour faire en sorte qu'on réduise nos gaz à effet de serre en déplacement, des boucles énergétiques. Donc, l'ensemble de ce qui est là-dedans, on a un calendrier pour y arriver, puis on va y arriver. Merci. Alan, à vous. Quand j'ai eu l'occasion de visiter en Afrique du Sud pour le 20 ans après Rio, tout le monde avait des grands plans. Et le problème était que les gens là-bas, 60 000 personnes à travers du monde, disaient « Nice plan, no implementation ». Et c'est ça qui m'a marqué énormément. Donc, quand en 2005, on avait signé pour réduire les émissions de gaz à effet de serre en bas des émissions de 90, de 30 %, on a fait ça, mais on a aussi mis en place les mécanismes pour être capable d'atteindre ça. Et cette année, le 30 % était atteint. Donc, je pense que moi, je suis très axé sur des résultats. Et quand on voit que les plans sont émis pour longtemps, il faut s'assurer que les moyennes sont là. Donc, nous, on vise, basé sur quelque chose déjà commencé et réalisé, on vise atteindre carboneutralité par 2025. On sait qu'il y a des travaux énormes à faire avec les bâtiments de la Ville pour lesquels, dans leur planification des budgets, il n'y a pas d'argent et je ne sais pas comment il va faire carboneutre tous les bâtiments de la Ville parce que l'argent n'est pas au rendez-vous. Il y a un gros effort si on veut rendre là-bas d'ici à 2030. Ayant dit ça, il y a des efforts à faire sur la réduction des îlots de chaleur, il y a des efforts à faire vis-à-vis de la PDGMR et tous les mécanismes en place restent encore au état des plans sans nécessairement avoir des ressources. Je pense que pour nous, ça va être une question d'avoir des
pas juste un plan et un objectif, mais avoir des ressources nécessaires, un échéancier serré régulièrement, au lieu d'avoir quelque chose juste en 2050. Non, je pense que ça, c'est des mesures qu'on mettrait en place. Il y a une panoplie de choses, mais mon objectif n'est pas de lister une liste d'épicerie. J'essaie de vous dire qu'il faut garder notre œil sur la balle tous les ans. Et ça, c'est pas été fait à date. Merci. Merci. Marc-Antoine? Très simplement, quelles sont les actions fortes à déployer pour atteindre l'objectif de carboneutralité de gestion des ressources? Bien, il faut aller vers une électrification massive des transports, notamment la STM. Nous voulons amener des trambus électriques à Montréal, éventuellement géolocalisés. C'est beau un tramway, mais ça coûte très cher puis ça brise souvent. On veut donc avoir une flexibilité dans le transport en commun électrifié. Donc là-dessus, on continue les initiatives entamées par la STM, mais toujours avec une rigoureuse reddition de comptes. On veut éventuellement aussi électrifier 100% du parc automobile le plus vite possible et voir la diminuer aussi également des employés municipaux, de la fonction publique municipale. On doit le plus possible, il y a déjà des initiatives dans cet effet-là, mais on doit électrifier au maximum. Donner également aussi une accessibilité aux bornes en ruelle, déneiger les ruelles l'hiver pour permettre aux gens d'enlever les voitures sur la voie de circulation locale pour que les gens puissent stationner. Parce que oui, il y a encore des gens qui ont besoin d'une voiture, puis si elle est électrique, moi, j'ai pas de problème, ça ne m'empêche pas de dormir la nuit. Alors, on doit réaliser la réalité économique, sociale, économique des familles montréalaises. Donc, permettre aux gens d'avoir une voiture électrique dans les ruelles. On veut créer une tarification des déchets. On veut amener un protocole d'utilisation du biodiesel au niveau des normes de construction à Montréal. Parce que le simple fait d'enlever, de rendre obligatoire l'utilisation du biodiesel, vous allez substantiellement diminuer la pollution atmosphérique dans les rues de Montréal lorsqu'on refait les trottoirs, lorsqu'on réasphalte nos rues. Ça, on ne le pense pas, mais ça crée une pollution ambiante énorme. Alors, on peut travailler comme ça, avoir des pépines électriques au lieu d'avoir des pépines au gros diesel. Donc, aller avec une phase systématique, progressive, graduelle d'électrification massive de nos moyens de transport et de nos outils de travaux. Bon, ben c'est ça. Puis effectivement, on peut créer un fonds vert avec ces mesures-là. Et aussi, comment comptez-vous mettre en priorité afin de réduire nos émissions de gaz à effet de serre? Bien, il faudrait qu'on ait une vision à long terme au niveau de la synchronisation de nos voies, nos feux de circulation, amener des carrefours giratoires. L'étape la plus polluante d'une voiture, c'est à la relance, à l'accélération. Quand je prends la rue Sherbrooke pour aller dans l'ouest, je vire fou à chaque lumière parce que c'est une verte, après une jaune, après une rouge, après une verte. Et prenez Saint-Joseph, c'est le même calvaire. On n'a aucune vision à long terme et malheureusement, le projet Montréal désynchronise de façon systémique les feux de circulation pour apaiser. Mais tout ce qu'ils font, c'est qu'ils augmentent dans vos quartiers résidentiels les gaz à effet de serre. Donc, nous sommes en faveur d'une fluidité intelligente à basse vitesse. Merci. Merci à vous. Sur une note plus personnelle, je vous dirais que j'ai bien hâte de voir les progrès qu'on aura fait en diminution des GES dès 2025. Je pense on est rendu à la mesure à chaque année, c'est difficile, mais au moins aux 4 ans, parce que viser seulement 2050, je pense que ça ne nous permettra pas d'atteindre nos objectifs. Alors, Madame la Présidente, est-ce que j'avais dit 2025? Moi, je l'avais pensé, je l'ai dit 2045. Oui, c'est ça, vous aviez dit 2025. Je m'excuse, je corrige tout le temps, tout de suite. Non, j'ai pas voulu vous corriger, mais en même temps, ça va être important. Mon point à moi, ça va être important de savoir ce qui aurait été accompli en 2025. Oui, merci. Alors, comme dernière question à développement, parlons maintenant du programme le programme de déchets. Alors, Montréal a l'objectif de devenir zéro déchet d'ici 2030. 2030, c'est pas très loin. Le récent plan directeur de la gestion des matières résiduelles 2020-2025 établit une première feuille de route pour y parvenir. On sait cependant la complexité de ce dossier, tant au niveau de la gouvernance, de la responsabilité des différents paliers de gouvernement, que dans l'opérationnalisation des mesures. Pensons à l'implantation de la collecte des matières organiques aux 9 logements et plus, et même, on n'a même pas besoin d'aller dans les 9 logements. Disons que la gestion des matières organiques à Montréal, là, on a du travail à faire, du travail d'éducation aussi. Dans ce contexte, comment comptez-vous atteindre les objectifs ambitieux du plan directeur de gestion des matières résiduelles?
Quels sont les principaux volets sur lesquels vous allez concentrer vos efforts dans les 4 prochaines années? La parole est à vous, Allen. Merci. Pour moi, la première chose pour gérer ce dossier-là, c'est important d'avoir l'équité territoriale. Et puis, autant qu'il y a deux usines déjà anticipées, il y avait 2 qui étaient mis à côté. Je pense que si on veut avoir la capacité pour être capable de réduire notre déchet et d'avoir des infrastructures sur l'île de Montréal, mais pas tous concentrés dans un arrondissement, dans un secteur, mais équilibrés, près de la population et qui va réduire le transport pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, je pense que ça, c'est la première étape à faire, de s'assurer qu'on retourne à cette notion d'équité territoriale. Deuxième volet était de commencer immédiatement avec le 9+. Comme vous avez dit tantôt que ça nécessite de l'éducation, je peux vous dire chez nous, on a déjà commencé avec le 9+. Donc, on n'a pas attendu, on n'attendra pas parce que nous, sur une période de 4 ans, je parle de Saint-Laurent, mais j'invite les autres arrondissements de le suivre. Maintenant, jusqu'à 2025, on va être complété tout notre territoire, pas juste 8 et moins, mais 9 et plus. Mais il y a une panoplie d'autres choses qu'il faut le faire. Il faut la réduction à la source. Et puis, je pense que ça va aller loin. Pour ça, il faut travailler avec les autres niveaux gouvernementaux pour être capable de réduire le packaging et puis tout le restant. Donc, je pense que ça, c'est des éléments qui sont porteurs et qui peuvent réduire le tonnage. Actuellement, la Ville de Montréal peut faire beaucoup mieux dans la question du tonnage par personne par année qu'il fait actuellement. C'est 250 kg, si ma mémoire est bonne, par kilogramme par personne. Et je pense qu'on doit baisser ça. Merci. Marc-Antoine, à vous. Très concrètement, je pense qu'on veut créer des quartiers laboratoires à Montréal. Qu'est-ce que c'est qu'un quartier laboratoire? C'est qu'on veut concerter des citoyens de façon, bien sûr, volontaire, où est-ce qu'on va éprouver et mettre en application les meilleures mesures de gestion environnementale de nos déchets au monde. Pensons à peut-être voir à proximité des parcs des cloches qui seraient isolantes, bien sûr, pour ne pas avoir du kekling-kaklang à 11 heures le soir quand la bébé Rose veut dormir à la garderie le lendemain matin, là. Est-ce qu'on peut revoir nos normes de gestion environnementale à la base? Est-ce qu'on peut tarifer les déchets? Est-ce qu'on peut amener une hausse substantielle des amendes pour le manque de civisme? Les cochons et les cochonnes qui cochonnent nos barques la fin de semaine, qui amènent leur bière, mais qui ne sont pas capables de les rapporter ou qui laissent leurs déchets et les bouchons de bière, moi, ça me scandalise tout le temps parce que c'est pas la faute du col bleu, c'est pas la faute de la ville. C'est la faute de vous tous et toutes, pas vous autres personnellement ici, parce que je sais que vous êtes parfaits et parfaites, mais c'est la faute des imbéciles qui ne sont pas capables de voir, de penser au prochain. Et ça, on doit aussi adresser ça, le civisme, le manque de civisme à Montréal. Amener ça aussi avec la gestion à la base, avec des écoquartiers en synergie avec des quartiers laboratoires. On va être capable de copier ce qui se fait à Beaconsfield, à San Francisco, en Suède, dans tous les pays qui sont moindrement un peu allumés au niveau de la gestion environnementale. Et on va littéralement changer notre façon de gérer. Bien sûr, il faut réduire, réutiliser, recycler. Hein? On doit bien sûr baisser nos gaz à effet de serre. Puis je fais juste un clin d'œil aussi à la pandémie. On livre beaucoup par Amazon et tout ça. Il faudrait aussi qu'on se pose la réflexion, quelle empreinte écologique qu'on laisse avec toutes ces boîtes de carton We Cook, whatever Cook qui nous viennent nous livrer nos repas au portillon. Il faut qu'on ait une réflexion citoyenne. Puis comme Kennedy dit, demandez-vous pas ce que votre pays peut faire pour vous, demandez ce que vous pouvez faire pour votre ville. Merci. Laurence. Oui, merci. Premièrement, je pense que c'est important de mentionner que le plan de gestion des matières résiduelles qui a été déposé à la Ville dans ce mandat-ci a été le premier qui mettait la réduction à la source comme base. Parce qu'on sait que les dépotoirs vont déborder, puis on sait que c'est pas une solution là, de juste recycler indéfiniment, puis qu'il faut d'abord réduire la quantité de matière qu'on a à gérer collectivement. Donc ça, j'en suis très fière. Et comme on a mis ça de l'avant,
Et comme on a déjà inauguré un nouveau centre de tri à la Chine et qu'on a mis 2 centres de gestion des matières, centres de traitement des matières organiques en chantier qui vont être inaugurés en 2022, je reconnais vraiment l'importance de l'équité territoriale. Je l'ai défendue depuis que je suis arrivée en poste en 2013. Ceci étant dit, si on réussit réellement à réduire à la source, je pense qu'avant de lancer d'autres chantiers d'infrastructure, il faut qu'on se repose la question sur la nécessité de les construire, ces autres usines-là. Peut-être qu'il va falloir le faire, mais il faut faire un bilan avant de continuer à vouloir développer d'autres infrastructures parce que ça coûte très cher. Puis si on réussit à réduire suffisamment à la source, mais peut-être qu'on n'en aura pas besoin. Donc ça, il faut se poser la question. Et faire l'analyse. Bien évidemment, il faut qu'on continue le déploiement dans les 9 logements et plus. Ça se fait beaucoup par projet pilote parce que le cadre bâti est extrêmement différent d'un quartier à l'autre à Montréal, puis il n'y en a pas une solution qui s'adresse à l'ensemble des quartiers montréalais. Donc ça, il faut continuer à faire ça. Bien évidemment, réduire à la source. Donc, on l'a commencé avec nos règlements, bannir les plastiques à usage unique, bannir les sacs d'emplettes. On veut continuer avec toute la gestion des textiles, travailler avec les gouvernements supérieurs pour voir les réglementations pour qu'on puisse faire, par exemple, du rembourrage avec des textiles, ce qui est interdit actuellement. On ne peut qu'utiliser des textiles qui sont non usagés. Puis usagé, ça ne veut pas dire que vous l'avez porté, ça veut juste dire qu'il a été accroché dans un magasin. Donc, il faut qu'on revoie ça pour pouvoir s'assurer justement de réutiliser les matières qui sont sur notre territoire. On veut, bien évidemment, soutenir l'émergence et continuer, en fait, tout ce qui est en lien avec l'économie circulaire, l'émergence d'entreprises. Puis on l'a vu avec la pandémie, on a continué à offrir le service de collecte et ça a permis d'ouvrir de nouvelles filiales de recyclage pour plusieurs matières. Merci. Alors, dernier tour de questions en rafale. Elles sont longues. Alors, ça va vous demander un petit peu d'attention, bien sûr. Vous engagez-vous à déployer la stratégie d'électrification des transports 2021-2023 et poursuivre les travaux afin d'optimiser la localisation des infrastructures de rechange afin de préserver le domaine public à des fins publiques? Oui, non, oui. Vous engagez-vous à implanter un projet pilote de zone à faible émission en vue de la création d'une zone zéro émission nette au centre-ville? Comment? Allez. Technoparc, Allen. Hein? Allez-vous déployer une campagne de sensibilisation à la gestion des matières résiduelles sur le territoire de l'agglomération, abordant la réduction à la source, le zéro déchet, ainsi que les consignes de tri pour les matières recyclables et compostables? Absolument. Allez-vous en mesurer les impacts? Faudrait bien. Quartier Pas laboratoire. là. Je l'ai rajouté. Non, mais on veut. Allez-vous soutenir les initiatives favorisant le partage des objets et le réemploi? Allez-vous mettre en place une stratégie pour éviter le gaspillage d'objets pendant les périodes de déménagement? Quel désastre! Merci. Allez-vous adopter un règlement sur le contrôle des circulaires? Ouais. En quelle année? J'en reçois trop chez nous, je suis pas capable. Et la dernière question en rafale, allez-vous adopter un plan d'action pour lutter contre le gaspillage alimentaire? Absolument. C'est un peu militant comme question, hein? C'est assez... Oui. On est là pour ça. Il faut que ça avance. Alors, merci à vous trois. Alors, on est à la dernière période de questions entre vous. Alors, tout d'abord, Allen pose une question à Laurence. Merci. Laurence, vous avez soulevé la question en mettant en place des mesures pour réduire à la source, ça va avoir un effet tellement énorme que ça ne nécessitera même pas le besoin, peut-être, pour les 2 grandes infrastructures. Je reste bouche bée parce qu'effectivement, pendant le temps qu'on va faire cet exercice-là, les gens vont continuer de l'envoyer. Puis s'il manque la capacité sur l'île de Montréal, qu'est-ce que ces gens vont faire? Ils vont continuer de mettre ça dans les déchets. Donc, je vous invite d'expliquer comment, dans quel volume, quel tonnage vous allez viser faire ça pour être capable de compenser pour 2 infrastructures que tu vises ne pas construire, peut-être. Bon, premièrement, je n'ai pas dit qu'on allait réussir ça dans un tour de main, comme vous le mentionnez. Ce que j'ai dit, c'est qu'il faut s'assurer, avant de
dépenser des millions de dollars pour construire des infrastructures qu'on va réellement en avoir besoin. C'est tout ce que j'ai mentionné. Oui, ça prend du temps à mettre sur pied des infrastructures, on le sait. Ceci étant dit, avec les technologies qui évoluent rapidement quand même. Quand on a commencé à parler de ces infrastructures-là, c'était avant mon arrivée, c'était avant 2013, quand on a commencé à parler de l'équité territoriale, de l'importance de ces infrastructures-là. Et aujourd'hui, on ne fait plus le compost comme on le pensait le faire il y a 10 ans. Donc, il y a des choses qui évoluent et on doit s'assurer de ne pas construire des infrastructures avec l'argent des contribuables montréalais si on n'en a pas besoin. C'est tout ce que je dis. Je ne dis pas qu'on ne le fera pas, je dis qu'il faut réviser ça. On sait, par exemple, que pendant un moment, on nous disait que le digestat qui venait des centres de traitement de matières résiduelles, il fallait le transformer, il fallait le dans un deuxième centre pour qu'il puisse être utilisé. Puis là, il y a des nouvelles études qui nous disent qu'on pourrait peut-être l'utiliser tel quel dans tel type de culture agricole, par exemple. Donc, c'est toutes ces nouvelles informations-là qu'on doit prendre avant de se dire on va dépenser des millions de dollars pour construire de nouvelles infrastructures. J'ai pas dit qu'on n'allait pas les faire, j'ai dit qu'il fallait qu'on révise et qu'on s'assure de poser le bon geste avec l'argent des Montréalais, Montréalaises. Merci. Laurence, c'est à vous pour Marc-Antoine. Oui, merci. Je suis passée au travers de votre programme et toute la question là, vraiment sur l'environnement compte 4 engagements qui, en fait, sont très sommaires. Il n'y a pas de chiffres, il n'y a rien en lien avec les GES, puis il n'y a aucune mesure concrète. Vous parlez de collecte de données, de création de comités. J'aimerais ça comprendre à l'heure de l'urgence climatique, qui est quand même quelque chose qu'on ne remettra pas en question ici, j'espère. C'est quoi? Est-ce que vous êtes capable de nommer une mesure concrète qui va avoir un réel impact sur les GES? Oui, la synchronisation de nos voies de circulation. Ça, juste ça, ça va changer votre vie. Parce que quand vous allez être sur votre rêve de Saint-Denis ou de Bellechasse, bon, pas Bellechasse parce qu'il n'y a pas un gros tonnage de véhicules, mais sur vos pistes cyclables, au lieu de vous faire gazer à grand flot de GES des véhicules qui sont dans une relance, juste là, on parle de juste ça, on va pouvoir changer substantiellement jusqu'à temps à ce qu'on prenne un virage du véhicule électrique où est-ce qu'il n'y aura plus de GES volatile. OK, ça va être autre chose. Donc déjà là, on va changer votre vie de façon fondamentale. C'est votre plan climat. Point, ça, c'est un des fondamentaux. Je voulais votre mesure phare. Je pense que je l'ai eue. Mesure phare, parce qu'il y a le plan vert, il y a le fonds vert, il y a aussi toute la question de créer, pour l'environnement. C'est des réflexes, justement, au lieu de lancer des chiffres, puis créer des parcs, puis avoir des poursuites, nous, ce qu'on veut, c'est changer le havre de paix urbain, où est-ce qu'on veut densifier la verdure, le verdissement des arrondissements, amener les trambus électriques pour enlever des autobus que vous avez achetés 300 hybrides qui finalement polluent autant per capita parce que les autobus sont vides. Donc, un autobus de STM pollue plus qu'une voiture où est-ce qu'il y a une personne dedans parce que le tonnage de CO2 qui est émis dans l'atmosphère, parce qu'il n'y a même pas 45 ou 50 d'utilisateurs, fait que l'autobus pollue plus en bout de ligne actuellement. Alors, il ne faut pas avoir la pensée magique, il faut justement ramener le balancier vers un progressisme pragmatique. Au lieu de lancer de la poudre aux yeux aux gens, il faut apporter des solutions concrètes, gestion des déchets, synchronisation intelligente des feux de circulation à fluidité à basse vitesse, implantation de mesures de gestion environnementale concrètes qui vont faire qu'en bout de ligne, la qualité des gens va augmenter. Merci. Marc-Antoine, vous avez le mot de la fin avec Alan. Monsieur de Souza, seriez-vous d'accord? Là, on est en fin de soirée, là, je vais être gentil avec vous. Seriez-vous d'accord de collaborer avec nous pour mettre en place une politique de végéplastique à Montréal afin d'assurer la viabilité de nos cours d'eau, de notre fleuve, éventuellement de notre océan, de nos mers? Parce que le végéplastique, la beauté de la chose, on peut le faire à base de matières résiduelles. On peut éventuellement, avec le compost, la biométhanisation, créer des végéplastiques qui vont se détruire dans l'environnement de façon naturelle. Et c'est une espèce de roue qui tourne. La captation des GES par la pousse d'un arbre est remise dans l'environnement. Donc, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, seriez-vous prêts à mettre une politique municipale
bien sûr en partenariat avec les gouvernements provincial et fédéral, pour mettre concrètement en place un réflexe d'utilisation de végéplastique pour avoir le moins d'impact sur l'environnement urbain. Regarde, merci. Je suis très content que vous êtes gentil avec moi à la fin, parce que je n'ai pas voulu émerger de ça avec des cicatrices. Ayant dit ça, je vais être un peu méchant avec Laurence, parce que c'est intéressant de voir qu'elle a trouvé de la religion. Elles ne veulent pas dépenser sur les infrastructures quand ils ont dépensé par des millions et des millions sur les 2 infrastructures qu'ils construisent actuellement. Mais sur la question, votre question de végéplastique, je pense que si effectivement il y a des bénéfices, en tant que notre formation politique ou notre administration sera ouverte d'au moins explorer l'idée, voir les bénéfices. Je ne peux pas vous prononcer, je ne suis pas un expert en végéplastique, mais s'il y a des bénéfices ultimement pour nos océans, pour nos cours d'eau et autres, on ne sera pas fermé d'au moins examiner ça. Par la suite, on va voir s'il émerge une politique. Merci. La formule donne envie de répondre, par exemple. C'est tout le temps qu'on a. Alors, je veux simplement, avant de laisser le mot de la fin à Mme Doyon, vous remercier de votre discipline. Ça n'a pas été facile. C'était très court comme temps de réponse. D'avoir été respectueux les uns envers les autres et surtout des nombreux cartons verts qu'on a vus ce soir. Alors, on ne s'attendait pas à moins, mais on s'est filmé, je vous le rappelle. Alors merci infiniment. Alors, je pense que ça vaut la peine de vous applaudir. Merci. Merci beaucoup, Mme Turbide, pour cette excellente animation. C'est pas un exercice facile, ni pour les candidats, ni pour l'animation, mais vraiment, c'était super. Merci à nos 3 candidats, Mme Lavigne-Lalonde, M. de Souza, M. Desjardins. C'est effectivement un exercice difficile. Vous avez été super disciplinés. On n'a même pas eu à utiliser la cloche, donc vraiment, c'est remarquable. J'aimerais ça aussi remercier ceux qui nous ont écoutés ici à l'Écomusée du Fier-Monde ou dans le confort de leur demeure. J'espère que vous avez apprécié le débat, que ça vous a permis de connaître les différentes propositions des partis en matière d'environnement et de mobilité des personnes. Le haut taux d'inscription au débat témoigne d'ailleurs de l'importance de ces enjeux d'actualité pour vous, les citoyens et les citoyennes. On le sent d'ailleurs depuis quelques années. On l'a vu en 2019 avec les 500 000 personnes qui étaient dans les rues de Montréal pour demander des actions concrètes de la part des politiciens. On l'a vu plus récemment le 24 septembre dernier. On était 15 000 dans les rues de Montréal propulsés par le mouvement étudiant. Et encore plus récemment, c'est une chronique de Mario Girard dans la presse qui nous montrait que les priorités des lecteurs de Montréal, c'est la protection de l'environnement et de la mobilité. Puis cet après-midi, bien après que j'ai écrit ce discours, on a appris quelque chose de très inquiétant pour les usagers qu'on représente chez Trajectoire, qu'il y a des coupures de services majeures qui risquent d'arriver dès 2022. Donc, c'était important pour nous de vous entendre à ce sujet-là, mais devant ce constat-là, je dois vous avouer qu'on est un petit peu déçus de ne pas avoir eu tous les candidats à la mairie, les chefs des partis, pour participer aujourd'hui. Ça aurait témoigné de leur priorité pour ces enjeux-là qui sont clairement prioritaires pour les électeurs montréalais. Chose certaine, peu importe qui sera élu le 7 novembre prochain, nos attentes sont élevées, tant au niveau de la mobilité durable, de l'aménagement du territoire que du côté de la protection de l'environnement, des milieux naturels et de la carboneutralité. Donc, chers candidats, on compte sur vous pour nous faire de Montréal une ville verte, durable, tournée vers l'avenir. On apprécie d'ailleurs la belle unanimité qu'il y a eu et le nombre de cartons verts que vous avez utilisés ce soir, donc ça nous encourage. Pour tous ceux qui nous écoutent d'ailleurs, que vous soyez de Montréal ou d'ailleurs au Québec, on vous rappelle que c'est la semaine des débats organisés dans le cadre de Véro vert, comme le débat de ce soir. Il y en a un peu partout à travers le Québec, mais il y en a aussi d'autres à Montréal dans les différents arrondissements. Donc, si vous voulez savoir toutes les dates, on vous invite à aller au verovert.org/débat. Vous allez avoir toutes les dates. Il y en a un aussi qui est organisé par la Coalition Climat le 26 octobre prochain. Donc, on vous invite à suivre les différents débats sur l'environnement. Puis, avant de vous laisser aller, je tiens à dire un gros merci à ma petite équipe chez Trajectoire pour l'organisation du débat. Je ne sais pas, vous êtes caché où? Gabriel en arrière, qui gère toujours tous les petits détails qui pètent à la dernière seconde. Et c'est évidemment l'équipe du Conseil régional de l'environnement de Montréal qui était partenaire avec nous là-dedans. Hélène aussi qui a fait un travail remarquable. Donc, merci beaucoup. Chers candidats, bonne fin de campagne. Puis, on vous invite tout le monde à aller voter en grand nombre le 7 novembre prochain. Bonne fin de soirée. Merci beaucoup.